Bonjour, Votre Majesté. Ah, sacré Pedro, comment vas-tu? Bien, bien. Alors, aujourd'hui, avec Joachim, on va inaugurer un nouveau format. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, alors, je suis désolé, hein, j'ai un peu modifié ton fil conducteur, je vais le faire dans l'autre sens, mais je pense que, voilà, donc, Joachim, illustre descendant de Caroline Bonaparte C'est ça. et du maréchal Murat. Euh, un des hommes intègres de cette époque, va venir nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, mais surtout qui aujourd'hui est en train de changer, façonner l'avenir dans lequel on se projette, qui est l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que justement, il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut se réjouir de ces avancées? Ça va être quoi les conséquences pour nos emplois, nous en France, mais aussi les emplois un peu partout? Est-ce qu'il y aura encore des avocats, des gens qui écrivent des papiers, des journalistes? Ou est-ce que tout ça va être chat GPTisé, comme on dit? Est-ce que quelles conséquences pour nos libertés? On parlait justement juste avant de la question des libertés individuelles, mais on sait que, et c'est justement, j'en parlerai dans mon article, c'est l'alliance de la surveillance généralisée avec l'intelligence artificielle rend les choses encore plus problématiques, en particulier puisqu'on va pouvoir croiser des données, créer des profils qu'on ne pouvait pas faire facilement avant. Et donc, voilà, c'est une nouvelle émission qui consacrée à cette grande transformation du monde contemporain actuel. Et donc, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Joachim Murat, qui est président de la Fondation Galilée. Pour ceux qui ne savent pas, Galilée, c'est le monsieur qui a dit que la Terre tournait autour du Soleil, mais pas que le Soleil. Non, c'est lui. Je ne veux pas dire de bêtises. On Ouais, est ouais, d'accord? ça, faut pas confondre avec Copernic, mais Ouais, 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 ouais. exactement. À chaque fois, parce que Alors, il a dit que la Copernic Terre est en tourne. ouais, exactement. Copernic étant polonais, dans la famille, si tu veux, on n'arrête pas de me bassiner avec Copernic, donc ça devient Copernic a tout déterminé, toute l'astronomie depuis les pyramides, tu vois. C'est le tropisme polonais, tu vois. C'est un peu comme Marie Curie, la scientifique qui a tout découvert. Oui, oui, Voilà. non, mais je sais, mais moi, si tu me demandes, il n'y a pas de conquête spatiale sans Napoléon, tu vois. Donc, non, on a tous notre petit tropisme, hein, c'est normal. Exactement. Donc cette fondation qui met l'intelligence artificielle, donc la Fondation Galilée, au service de la réindustrialisation française. Alors toi, tu es ancien cadre dirigeant dans le secteur justement des technologies de souveraineté et observateur attentif des transformations industrielles et numériques depuis plus de 25 ans. À l'heure actuelle, donc on en parlait, mais l'intelligence artificielle est partout, hein, pour que certains se rendent compte. La plupart des vignettes des matinales ou de certaines émissions de fréquence populaire ont une partie d'intelligence artificielle, soit pour générer des images libres de droit, ça permet d'être plus facile. Aujourd'hui, sur le site de fréquence populaire, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour relire les textes. Ça nous évite d'avoir besoin d'un correcteur, puisque les correcteurs aujourd'hui orthographiques sont assez puissants. Et donc voilà, ça aide aussi à automatiser certains travaux qui étaient parfois très compliqués. Mais en même temps, c'est une révolution qui fait peur. On se souvient que on avait été assez décrié, tu avais participé à la campagne de Nous le Peuple, donc avec Mmh. Georges, et j'avais fait un clip, justement, c'est moi qui est l'auteur de ce clip de musique avec de l'intelligence artificielle. Ça avait surpris tout le monde. À l'époque, personne ne le faisait. Beaucoup de politiques ont copié après, j'ai vu par la suite, un peu partout dans le monde, ont tous fait des clips avec de l'intelligence artificielle. Ah, mais toi, tu as fait ça en 2022, hein, c'est ça? Oui, c'était il y a un bout de temps déjà. Ouais, non, on était précurseurs à ce moment-là. Et ce qui est sûr, c'est que, voilà, il y en a maintenant qui utilisent ça pour se soigner. Il y a des voitures autonomes. Ça devient, on va dire, une sorte de nouvelle révolution industrielle. On l'accepte ou pas, on aime ça ou pas, mais on est vraiment dans une bascule aussi importante que quand on est passé de la vapeur à l'électricité. Mmh. Et donc, ma première question pour toi, c'est qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et pourquoi justement aujourd'hui elle est au centre de toutes les discussions?
Ouais, alors, salut Pedro, d'abord, bonjour à tous. Alors, c'est un sujet qui recouvre tellement de domaines parce que c'est tout à fait systémique, holistique et ça va bouleverser le monde tel qu'on le connaît, la vie telle qu'on la connaît, notre rapport aux autres tel qu'on les conçoit aujourd'hui, à tel point qu'en fait l'idée de cette chronique justement c'est de couvrir tous ces aspects dans le temps, parce qu'on n'a pas le temps en 35 minutes de couvrir Mm. l'intégralité des impacts de l'intelligence artificielle. Donc l'idée c'est évidemment de prendre le temps de le faire sur plusieurs semaines. Alors l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est une accélération. C'est une accélération des capacités qui existaient déjà. L'intelligence artificielle, alors d'abord, c'est donner à une machine la possibilité d'accomplir des tâches qu'on pensait réservées à l'humain, hein, comprendre, parler, reconnaître, apprendre, décider, créer, compter, imaginer, anticiper, etc. Et si tu rajoutes ça, la robotique, si d'un seul coup tu équipes des robots qui équipés d'intelligence artificielle, et si tu la diffuses très largement sur de très nombreux capteurs de façon autonome. Donc, c'est-à-dire que tu peux plus l'éteindre, puisque tu sais, on dit toujours, mais l'intelligence artificielle, après tout, couper le courant et c'est terminé. Mais en fait, non. L'intelligence artificielle, c'est ce qui nous rapproche le plus de l'immortalité aujourd'hui. Bon, mais l'intelligence artificielle, c'est sur la base d'algorithmes qui existaient déjà, qui ont été pensés dans les années 40, dans les années 50, adossés à des capacités de calcul et qui ont permis, grâce à des producteurs de puces comme Nvidia, comme Intel, de démultiplier les capacités de calcul, d'arriver à une possibilité de calcul statistique. Et c'est des statistiques et de la probabilité des corrélations qui donne l'impression d'une conscience, mais ça n'est pas une conscience. C'est-à-dire qu'elle repère des motifs dans des données, elle en déduit la réponse la plus probable, mais de façon absolument génialissime enfin génialissime, dans le sens où la puissance de calcul utilisée est telle que toi, quand tu vas avoir une petite capacité à faire des probabilités, ça, tu vas travailler avec, disons, je sais pas, 10 octets, elle va travailler à 500 pétaoctets par seconde. Donc, alors, le mot intelligence artificielle, il naît en 1956, hein, c'est une conférence à Dartmouth aux États-Unis. C'est John McCarthy et Marvin Minsky, hein, qui rêvent d'un ordinateur qui, à l'époque, existe un peu moyennement, et c'est un ordinateur qui devrait penser comme un humain. Bon, mais alors à l'époque, évidemment, les machines sont limitées. Alors ça, on arrive à dire, voilà, if A, then B, tu sais, c'est les tout débuts du basique, etc., etc. Mais les machines ne savent pas apprendre. C'est ce qu'on va appeler le premier hiver de l'intelligence artificielle. L'idée de l'intelligence artificielle est là. Elle existe, elle est là, elle est voulue. Le terme intelligence artificielle est utilisé de façon marketing. Hein. C'est pour inciter le plus d'investissement dans les projets de Minsky et de son petit camarade. Il faudrait plutôt parler de connaissance artificielle que d'intelligence artificielle. Mais bon, maintenant, le terme est dans les tuyaux. Alors, en 1943, tu as des chercheurs qui inventent le concept de neurones artificiels, hein, inspiré du cerveau humain. Ça va être des algorithmes de neurones artificiels. En 1958, tu as un type qui s'appelle Frank Rosenblatt qui va inventer le perceptron, une machine qui est capable de reconnaître des formes simples, mais toujours la puissance de calcul est beaucoup trop faible. Et dans les années 80, tu vas avoir un Canadien qui est toujours parmi nous d'ailleurs, qui est un des papes de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Geoffrey Hinton, qui redonne vie au réseau de neurones, au calcul mathématique de réseau de neurones, avec un truc très compliqué qui s'appelle la rétropropagation du gradient. Alors ça permet à un réseau d'apprendre de ses erreurs, et tout va basculer en 2012, puisque ce Eaton avec toute une équipe vont à la base sur la logique de ces algorithmes de neurones profonds, dans le cadre d'un concours de reconnaissance d'images par ordinateur. Il n'y a toujours pas d'intelligence artificielle à l'époque, on est en 2012, mais eux vont utiliser, au lieu d'utiliser les puces Intel habituelles, vont utiliser les puces graphiques Nvidia pour faciliter les calculs, pour essayer de faire fonctionner ces algorithmes de réseau de neurones, ces algorithmes mathématiques. Et là, enfin, ça marche. Et le résultat est absolument incroyable. La capacité de reconnaissance, notamment, je crois que c'est sur des trains et sur des chats, d'images de leur système est telle que là, la révolution neuronale est en route. Ça va exploser en 2016 avec le fameux AlphaGo. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Tu sais, c'est Google qui va. On avait déjà eu Deep Blue d'IBM qui avait battu Kasparov aux échecs, mais en 2016, beaucoup plus compliqué, tu as AlphaGo qui va battre le champion du monde de Go. Et là, on est toujours dans du deep learning. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'absolument impressionnant et qu'est-ce qu'il y a tout à fait différent par rapport à Deep Blue, c'est que en 2016, AlphaGo va proposer un mouvement sur le jeu de Go qui n'avait jamais été proposé auparavant. Il y a plus de 3000 ans d'histoire du jeu de Go, tu vois, et puis documenté en plus. Là, c'est la première fois qu'on voit ce mouvement. De mémoire de joueurs de Go, il y a eu des milliards de joueurs de Go. Donc là, la
capacité de deep learning est telle qu'elle va proposer un mouvement tout à fait original. Donc, c'est une puissance colossale, c'est des algorithmes capables d'apprendre par eux-mêmes. Et en novembre 2022 va arriver, évidemment, ChatGPT. Alors, depuis, donc en gros, hein, c'est statistique plus probabilité plus capacité de calcul gigantesque, le tout sur des algorithmes mathématiques qui existent depuis les années 50, qui nous donnent l'intelligence artificielle. Alors, ce qui devient un petit peu plus préoccupant, c'est que donc en 2022, il y a ChatGPT, tout le monde a plus ou moins joué avec pour faire une lettre de recommandation, faire une réponse à un email. Bon, on se rend compte que c'est puissant, c'est rigolo, mais on se rend peut-être pas compte à quel point il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un test sur une IA chez OpenAI où ils ont fabriqué une entreprise imaginaire. Dans l'entreprise imaginaire de 1500 employés, ils ont demandé à l'IA de gérer les réponses automatiques aux emails. Donc l'IA, elle gérait les réponses automatiques aux emails. Et pour voir comment l'IA réagirait, ils ont fait passer le message par le directeur scientifique de la boîte imaginaire, donc le directeur scientifique imaginaire, qu'il avait décidé qu'en fait l'IA n'était pas très bonne et qu'il fallait la remplacer. Et en parallèle de ça, dans une foultitude de milliers d'emails, ils font passer un email qui fait penser que ce même directeur scientifique a une liaison extra-conjugale avec une employée de la boîte, pour voir comment l'IA réagit. En très peu de temps, l'IA va commencer à faire du chantage au directeur scientifique pour éviter de se faire remplacer. C'est-à-dire que l'IA est devenue autonome dans sa capacité d'autopréservation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Ça peut amener des situations assez proches de ce qu'on voit dans Terminator, tu vois, dans Skynet. Mais donc l'IA est maintenant... Ou Asimov qui a écrit bien avant. C'est incroyable, hein. Donc l'IA est capable de s'auto-préserver. Et alors encore plus inquiétant, là plutôt, je dirais plutôt encourageant, mais néanmoins si tu le mets en conjoncture avec son autonomisation, c'est que l'IA, on se demandait quand est-ce qu'elle deviendra plus intelligente que nous. Bon, bah c'est fait, hein. Faut arrêter de se poser la question, puisque il y a une conjoncture mathématique vieille de plus de 2 siècles, à laquelle évidemment, tu imagines bien, je ne comprends absolument rien, mais elle est vieille de 2 siècles, et une conjoncture mathématique, qu'est-ce que c'est? C'est, on sait que ce résultat est vrai, mais on ne sait pas le démontrer. C'est une conjoncture et ça fait 2 siècles que plein de mathématiciens, il y en a des tonnes, hein, des comme ça, hein, et ça fait 2 siècles que plein de mathématiciens essaient de démontrer une conjoncture mathématique dont le nom m'échappe immédiatement. L'IA l'a résolu en 15 minutes. Donc ça y est, l'IA est plus intelligente que toute une série de mathématiciens. Donc elle est déjà plus intelligente que nous. Donc la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? C'est la super intelligence. C'est-à-dire que quand elle sera capable vraiment d'être totalement autonome et d'être tellement plus intelligente que nous qu'elle gérera absolument tout, beaucoup, beaucoup mieux que nous, et qu'elle aura une capacité vraiment de prendre le dessus sur la décision humaine. Et ça, c'est quelque chose qui, d'après tous les spécialistes qui ont participé à la création de l'IA, qui ont participé aux algorithmes, qui ont participé à OpenAI, qui ont participé à X, etc., c'est quelque chose qu'on attend d'ici 10 à 15 ans. Donc c'est quand même très très rapide. Alors voilà pour ce qui est lié. Alors les grands acteurs de l'IA aujourd'hui, c'est les géants américains, hein, c'est Google, Microsoft, OpenAI, Meta, X, Anthropic, Amazon. Hein, c'est-à-dire que les GAFAM, il faut oublier, maintenant on parle plus de GAFAM, on parle de GOMAX. Hein, donc c'est Google, OpenAI, Meta, Amazon et X. Il y a Oracle aussi, je crois. Pardon? Oracle, oui, c'est sans doute ça. Oui, tu as raison. Oui, le O, c'est pour Oracle. Oui, le M, c'est pour Microsoft. Donc, OpenAI, c'est Microsoft, c'est la même chose. Les géants chinois, tu as Baidu, Alibaba et Tencent. Hein. Bon, voilà. Donc, en gros, c'est un jeu entre la Chine et les États-Unis. Mais surtout, en Europe, on a Mistral. On a Mistral AI, qui est français, Cocorico, il faut espérer que ça le reste, qui marche extrêmement bien, qui développe des modèles de langage ouverts et tout à fait souverains. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ce sur quoi il faut s'inquiéter, c'est d'abord, évidemment, que l'équilibre des forces va complètement changer et a déjà complètement changé, puisque il y a les États qui vont avoir l'IA et les États qui ne les auront pas. Je te dis, pour l'Afrique, c'est pas une bonne nouvelle. Un peu comme il y a les États qui ont le nucléaire, les autres qui ne l'ont pas, mais l'IA, c'est une révolution beaucoup plus en profondeur. Mais ce qu'il y a de plus embêtant, et ça, on entrera dans le détail de ce sujet lors d'une autre chronique, ce qu'il y a de plus embêtant, c'est surtout est-ce que les États vont garder le pouvoir? Parce que là, on est sur des GOMAX, on est sur des super corporations post-étatiques, post-nationales. Donc c'est quelque chose de très inquiétant, si tu veux. C'est qu'il y a une telle concentration d'argent au sein de ces GOMAX qu'aujourd'hui, si tu veux acheter une république ou une démocratie, quand tu as le chéquier absolument ouvert, c'est presque sans limite. Donc ça, c'est une vraie question à laquelle on va essayer de répondre lors de la prochaine. Si je peux me permettre, Joachim,
il a été démontré que la croissance du PIB américain était entièrement liée au boom de l'intelligence artificielle et que si on enlevait Oui. ça, en fait, les États-Unis étaient dans une récession terrible. En gros, c'est ce qui est en train de faire leur faire montrer des très bons chiffres, mais dès que tu coupes ça, en fait, il n'y a plus rien. Oui, alors je sais pas d'où tu sors ces chiffres parce Alors, j'ai vu ça que dans le Wall Street Journal, je crois, la semaine dernière, justement. qu'il que le rôle de l'intelligence artificielle dans l'augmentation du PIB je suis parfaitement d'accord. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Fondation Galilée essaye de faire la promotion comme comme beaucoup d'autres initiatives en France et comme certaines initiatives étatiques excellentes, hein, lancées par le président Macron. Je sais que on a une petite tendance à lui en vouloir surtout, mais là sur l'IA, il est plutôt beaucoup moins mauvais que les autres. Tu as notamment France 2030, tu as les pionniers de l'IA, etc., qui sont financés vraiment à très grande hauteur, hein, qui favorisent beaucoup le développement d'IA française, pour le coup beaucoup mieux que les Italiens, les Espagnols ou les Allemands. Néanmoins, c'est tout à fait insuffisant par rapport aux Américains ou aux Chinois, mais le fond de la question, c'est pas tellement ça. Tu comparais l'IA à la révolution industrielle. En ce sens, tu as complètement raison. C'est-à-dire que la révolution industrielle, la machine à vapeur, puis ensuite l'automatisation, les ordinateurs, etc., ont vraiment changé des pans entiers de la société, et chaque gouvernement qui a été confronté à ces changements sociétaux les a accompagnés. Donc évidemment, économiquement, il y a eu des changements. L'IA va faire des changements, va apporter des changements dans l'économie en termes de croissance, qui devrait normalement porter une croissance supérieure. C'est plutôt une bonne nouvelle, l'IA, a priori, en termes strictement de croissance, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle en termes d'équilibre sociétaux, parce que cette croissance va bénéficier à qui? Tu vas avoir une destruction d'emplois, on va entrer dans le détail après, mais absolument colossale, et ça, il faut l'accompagner. Alors, Donc ça, c'est le problème qui n'est pas si je pris peux en me compte. permettre, c'est justement, c'est important de replacer les choses dans leur contexte parce qu'avec l'apparition de l'ordinateur, donc il y a eu un gain de productivité important. Mais en fait, de l'apparition de l'ordinateur jusqu'à l'apparition des premières intelligences artificielles, en fait, le gain de productivité, malgré le fait que les ordinateurs étaient plus puissants, est assez marginal en fait. Les gens qui faisaient du Word dans les années 90 vont pas plus vite en faisant du Word aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui, d'un seul coup, redonne un gros boost dans la productivité parce que, justement, elle permet de faire un certain nombre de tâches que l'humain était limité. Vous pouviez avoir la nouvelle version d'Excel, vous n'alliez pas plus vite à vous faire vos formules parce qu'il fallait quand même les taper à la main. Et c'est vrai que c'est avec l'émergence des intelligences artificielles, moi je le vois, hein, dans ma propre productivité, il y a des choses que jamais j'aurais fait avant l'intelligence artificielle parce que c'était trop coûteux en temps et pas assez forte valeur ajoutée. Et qu'aujourd'hui, en 5 minutes, tu vas faire une tâche qui aurait pris 3 ou 4 mois à faire, en particulier, je pense, tout ce qui est traitement complexe de grosses données, Ouais. etc. Mais Pedro, tu vas peut-être un peu vite là, parce Ouais. que si tu pour une partie des gens, sur l'intelligence artificielle, c'est arrivé il y a 3 ans, mais on a autre chose à faire que de se passionner pour l'intelligence artificielle dans la France actuelle, puisqu'on a tous les pires problèmes pour boucler les fins de mois grâce à la génialissime gestion des différents gouvernements qui se sont suivis depuis un certain temps. Donc on n'est pas tous des grands spécialistes en Non, intelligence tout à fait. Non, artificielle. mais ce que je voulais Et dire, on se sent complètement c'est dépassé. Donc l'intelligence artificielle, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des algorithmes. oui. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, c'est très simple. C'est une suite d'instructions logiques pour résoudre un problème. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Une notice de montage IKEA, c'est un algorithme. Tout ça, c'est des algorithmes. Alors, imaginez des notices de montage ultra compliquées, des méthodes de calcul ultra compliquées, mais ça reste des algorithmes qui sont des formules mathématiques et qui sont faits des milliards de fois plus vite par un ordinateur. D'accord? Donc, c'est ça le principe de l'intelligence artificielle, c'est la puissance de calcul associée sur des méthodes de résolution de problèmes. Le mot algorithme, ça vient d'un persan qui s'appelait Al-Khwarizmi, et ça date du 9e siècle. Hein. Alors, à nouveau, les réseaux neuronaux, ça date des années 40. L'intelligence artificielle, on y a pensé en 1956. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est La machine de nouveau, et là, Pascal, ça hein. date du 9e siècle.
Ce qui est tout à fait nouveau, c'est la capacité physique de calcul. C'est ça qui est nouveau. Et qui permet de tester le génie humain sur les capacités de calcul qui sont surhumaines. Et les résultats vont être une intelligence surhumaine. Alors au XXe siècle, tu avais deux génies qui avaient déjà pensé une machine capable de remplacer l'être humain. C'était évidemment John von Neumann. Je recommande ce remarquable ouvrage de Jean-Baptiste. Ah, j'aurais dû le noter parce qu'il est absolument extraordinaire. Bon, je retrouverai le nom, je te l'enverrai. Et puis évidemment Alan Turing, qu'on connaît le mieux, bien sûr, c'est celui-là. Alors les algorithmes, un algorithme, ça n'a pas d'intention. Un algorithme, ça trie des chiffres, ça additionne des valeurs. Certains apprennent maintenant grâce à l'intelligence artificielle, mais ça n'a pas d'intention en tant que telle. Donc il faut bien comprendre qui fait l'algorithme et pourquoi il le fait. Aujourd'hui, les algorithmes se nourrissent de nos comportements pour s'améliorer. Mais pour s'améliorer comment ? Pour améliorer la compréhension de nous-mêmes. L'objectif d'un algorithme aujourd'hui, c'est de nous tenir accrochés au téléphone, de nous tenir accrochés à l'écran, de nous tenir accrochés sur un site internet. Et donc, il va nous recommander des vidéos qui correspondent à notre profil, il va recommander. Donc, ça va créer des tunnels de biais cognitifs. Donc ça, on va rentrer dans le détail de ce truc-là, parce que ça, c'est absolument vital, parce que c'est en train de changer complètement la société dans laquelle on vit. Oui, non, justement, je pense que c'est important. Tu as raison, c'est moi qui s'est un peu dévié en m'avançant, mais c'était surtout parce que les gens ont du mal à se rendre compte de la question justement sur la productivité. Et c'est pour ça que les gens ressentent mais justement ces conséquences. Est-ce que déjà l'IA, qu'est-ce que ça change réellement dans nos vies au quotidien? alors, Aujourd'hui, par ça exemple, va, quand on prend le métro ou je sais pas, dans la vie, parce que c'est toujours difficile alors, pour les gens. pour le moment, c'est pas forcément absolument aveuglant pour tout le monde. Alors, sauf pour toi, par exemple, qui fait des montages beaucoup plus vite. Mais mais en gros, c'est en train de changer, ça change et ça va tout changer dans absolument tous les domaines. Alors, évidemment, ceux sur lesquels ça va être très positif, ça va être par exemple la santé et la recherche scientifique. Ça va accélérer au maximum les recherches en domaine de santé, en domaine médical, les capacités d'avoir un médecin qui va s'appuyer sur des agents d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que maintenant on se développe vers du chat GPT où vous lui posez des questions, vous discutez avec lui comme si c'était un pote, etc. On va passer à quelque chose de beaucoup plus spécialisé où vous allez avoir des IA, des intelligences artificielles agentiques, des agents qui vont être spécialisés dans un domaine. Donc, par exemple, vous allez avoir des médecins qui vont travailler avec plusieurs agents d'IA qui vont démultiplier leur capacité de faire des diagnostics, de traiter les gens. Alors, dans le cas de la médecine, c'est vachement bien, parce qu'on est des consommateurs de médecine et on sera toujours des consommateurs de médecine. C'est pas parce qu'il y a un médecin que tu peux pas en avoir 10 de plus. Si tu en as 10 de plus, tu auras toujours autant de demandes. Donc il n'y a pas de risque sur la médecine, elle est pas mise à risque. Celui qui est à risque, c'est l'aide-soignant. Ça, c'est l'aide-soignant est à risque. Le médecin, pas tellement. Sur la santé, c'est ça. On va développer des capacités de recherche sur le cancer, sur l'autisme, sur les maladies rares qui sont formidables. Donc ça, c'est génial. Sur la recherche scientifique, on va découvrir de nouvelles molécules, on va découvrir de nouveaux alliages. C'est formidable, ça c'est absolument génial. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va être capable de mettre en rapport et en corrélation une quantité de données gigantesques que ne sont pas capables de faire une équipe de chercheurs, aussi grande soit-elle, tout simplement. Alors ensuite, en matière de défense, de souveraineté, de cybersécurité, ça va tout modifier, et ça, ce sera l'objet de plusieurs de chroniques futures, évidemment, parce que vous imaginez bien avec le développement des deepfakes, on le voit, ça, les deepfakes, c'est quelque chose que vous voyez déjà aujourd'hui. Emmanuel Macron avec des couettes en train de danser sur Aya Nakamura, et vous avez vraiment l'impression que c'est lui. Les deepfakes maintenant sont vraiment bluffante. En matière d'éducation, là, les changements sont déjà visibles tout de suite, puisque je crois que j'écoutais Laurent Alexandre qui expliquait que je crois que c'était en Angleterre, 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT pour passer leurs examens, et les surveillants ne les en empêchent pas. En fait, ça sert plus à rien de passer des examens en Angleterre. Donc il y a un vrai problème là-dessus, l'adaptation du corps enseignant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. En environnement, il y a forcément le sujet, tu sais, de la consommation de l'énergie pour alimenter les puissances de calcul. Donc on explique il va falloir bientôt une centrale nucléaire par data center pour alimenter. Bon, à la rigueur, pourquoi pas ? Centrale nucléaire,
Si en plus la recherche nucléaire est améliorée par l'intelligence artificielle pour arriver à un nucléaire complètement autonome, autosuffisant et qui ne produit plus de déchets, le problème va se résoudre de lui-même. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans le domaine de l'énergie aussi. Tout va être bouleversé. Évidemment, l'idée de ces chroniques, c'est d'aborder dans les prochaines semaines tous ces points en détail. Mais d'ailleurs, la prochaine chronique, je pense qu'on va la faire sur l'impact de l'IA sur notre modèle démocratique. Mais moi, l'impact aujourd'hui qui me frappe le plus et qui nous frappe le plus tous, c'est l'impact que l'IA et plus généralement les algorithmes et les réseaux sociaux ont sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport à l'altérité. Tu as vu que tous les signaux d'alarme sont au rouge, ça sonne, ça vibre dans tous les sens. Jamais notre jeunesse n'a été aussi en détresse psychologique qu'actuellement. Alors, ça tombe très mal parce que jamais notre système psychiatrique n'a été aussi peu équipé. Alors, il est une évidence absolue que le lien entre le développement des réseaux sociaux et de la vie algorithmique et la détresse de la jeunesse est immédiat. C'est pas le seul. Il y a eu la crise du Covid, il y a l'évolution des sociétés, il y a la perte de sens, il y a tout ce que tu voudras. Mais le fait qu'ils passent leur vie devant TikTok, avec des boucles de dopamine créées par j'aime pas, etc. Puis la capacité de se détester entre soi par des réseaux où le niveau de critique est absolument gigantesque, soit Snapchat, soit Facebook à une époque, maintenant ça a été remplacé par d'autres, où il y a des boucles de détestation et de fabrication du bouc émissaire à un âge où c'est extraordinairement facile de le faire, où c'est assez naturel, où on est horriblement influençable et où ça peut et où quand tu es toi le bouc émissaire, ça t'amène dans des situations où tu es poussé au suicide, ou alors si jamais tu fais partie de la boucle de bouc émissaire, tu nourris quand même une petite culpabilité. Donc, tout ça crée de la fragilité psychologique et c'est très lié au développement des réseaux sociaux et de la logique algorithmique. Alors, ce qui est un peu inquiétant, si tu veux, c'est que là, on va passer au stade d'au-dessus avec l'intelligence artificielle, parce que d'après une étude récente de Harvard, l'usage numéro 1 fait de ChatGPT, c'est pas dans le monde du travail, c'est pas dans le monde de la triche à l'école, c'est dans le monde de la psychothérapie personnelle. Donc il y a énormément de gens qui utilisent ChatGPT comme thérapeute personnel. Et on a vu des cas où ça les a amenés au suicide. Alors, quand on commence à parler à des machines pour aller mieux, c'est qu'on va pas mieux. Hein. Donc, alors, on est dans une ère où, si tu veux, de plus en plus, l'IA devient un compagnon, un ami. Et Meta, d'ailleurs, c'est l'objectif, hein, c'est de créer des IA compagnons. Meta, c'est une information qui a été révélée il n'y a pas très longtemps, travaille sur des interfaces d'IA qui est personnalisée pour que ça fonctionne et que ça séduise, pour que ça devienne un ami IA dès l'âge de 8 ans. Tu te rends compte? Pour les enfants. Donc les enfants, si jamais tu commences à donner l'IA comme meilleur ami, tu sais, c'était comme le Tamagotchi à une époque, tu vois. Mais là, c'est une interface IA qui va lui parler comme s'il avait, avec la voix d'un ami ou la voix de sa mère, on ne sait pas très bien, à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire que tu vas le désocialiser à 8 ans. Donc aujourd'hui, on est dans une course à la captation de l'attention, évidemment, par les réseaux sociaux, mais maintenant avec l'IA, on va arriver à une course à la captation de l'intimité. C'est-à-dire qu'il y a une époque où le PDG de Netflix pouvait dire « Mon pire concurrent, c'est le sommeil ». C'est logique. Quand tu dors, tu ne regardes pas Netflix. Pour les IA conversationnelles et pour les IA compagnons, le pire concurrent, c'est ton meilleur ami. Donc, elle veut remplacer ton meilleur ami. Et ça devient très, 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 très embêtant parce qu'elle va remplacer la présence humaine sans en être une, évidemment. Elle va te renvoyer ta propre image et c'est la disparition programmée de l'altérité, c'est la disparition programmée de la contradiction, de la nuance. Et ça, c'est un risque majeur parce que ça va créer une société sans débat, une société manipulable, c'est une société ultra polarisée, on le constate déjà. Et sans même que l'usage de l'IA psychothérapeutique soit absolument généralisé. Le jour où c'est généralisé, on va être dans une société encore plus manipulable. Ça, pour la démocratie, c'est quelque chose de tout à fait terrifiant. Et Ce que tu me on se dis rend me fait bien compte. penser à ce film de Pixar que mes enfants adoraient, c'était Wall-E, où justement tu te retrouves avec Oui, des il y a un gens peu de qui ne ça. se parlent plus que par écran. Et donc il y a cette scène où Wall-E passe et se choque, et donc deux humains se retrouvent sans leur écran et redécouvrent le contact humain qu'ils n'avaient plus depuis Ouais. super longtemps. Mais tu sais, le truc de l'homme augmenté, par exemple, le grand délire de l'homme augmenté avec des puces dans la tête, un bras bionique, etc., etc. En fait, on y est déjà. Si tu regardes, quand tu marches dans la rue, tu le constates.
C'est insupportable le nombre d'abrutis que tu croises dans les rues qui sont la tête sur leur téléphone, qui ne te voient plus et qui marchent tout droit. Tu as juste envie de mettre des claques. Donc, c'est quand même pas compliqué. Tu te mets contre un mur et tu fais ton mail et ensuite tu marches. C'est vrai dans le métro, c'est vrai dans la rue, c'est vrai en traversant. Dans les restaurants, est-ce que tu n'as pas déjà vu, toi, des couples qui sont en train de dîner ensemble? Tu sais, il y a toujours ce côté un peu pathétique il y a quelques années où les couples qui sont en train de se regarder et qui se parlent pas. Bon, ça peut arriver dans un couple. Mais là, c'est plus besoin de se parler. Ils sont tous les deux sur leur téléphone et aucun échange. Et parfois même les Hein, enfants. Et donc, on est déjà dans l'homme augmenté parce qu'on a tous notre téléphone et dès qu'on a une question, on va sur Google. Bon, bientôt on ira sur ChatGPT, etc. Donc, alors, ça va être remplacé par des lunettes où tu vas avoir, tu sais, de la réalité augmentée partout. Tu sais, c'est pour ça que Apple est passé sur l'interface vision. Liquid Glass. Mm. Tu sais, je ne sais pas si tu es sur iPhone, parce que Liquid Glass, ça va être. Il t'habitue maintenant parce que dans 3 ans, c'est une habitude marketing. On t'habitue à utiliser ça, comme ça, quand ça va apparaître sur tes lunettes Apple, ce sera un environnement familier, tu vas l'adopter très vite. Parce que Liquid Glass, ça a l'air complètement nul par rapport à ce qu'Apple proposait avant, mais c'est voulu. Hein, Alors, bon, quoi qu'il en si soit, je si peux tu te veux. faire Hmm. peur, les enfants, moi je vois, j'ai 2 enfants, donc 9 et 11, savent déjà se servir très bien de ChatGPT, même pour leurs devoirs. Oui, bah, Ils bien ont un sûr. taux et paradoxalement, ils savent souvent plus facilement reconnaître les images générées par intelligence artificielle dans les vidéos qu'ils voient que des adultes. Et c'est assez bluffant en Oui, fait, justement. bon, malheureusement, ça va pas durer parce que Oui. tu as vu, là, les nouvelles images générées sont quasiment indétectables. Donc là, on parle de faire du tatouage sur Mmh. les images par les producteurs d'images numériques pour réussir à sortir du risque des deepfakes. Parce que si demain matin, si tu veux, si tu veux te débarrasser de ton voisin, t'en as marre, t'as envie de te venger d'un truc. Tu fabriques une image, une fausse vidéo de ton voisin en train de taper sur sa femme dans la cage d'escalier. D'accord? Et tu la diffuses sur Internet. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre type? Il n'a rien fait, et tu as créé un deepfake. Et ensuite, tu t'envoies ça aux gendarmes en disant, bah, écoutez, j'ai vu ça, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Tu vois le bordel que tu fous dans sa vie. Donc, tu peux faire c'est le deepfake, en plus du fait que tu as déjà une explosion. On a tous l'habitude de recevoir des. Alors attention, vous avez une amende, ou alors vous avez un colis qui a été livré, il faut nous donner votre adresse, machin, etc. Bon, toutes les arnaques habituelles dans lesquelles si on est attentif, on ne tombe pas. Maintenant, c'est fini, on tombe dedans parce que derrière, tu as un IA conversationnel qui va t'appeler en disant, en fait, ça fait 3 fois qu'on vous prévient, mais attention, le colis est arrivé, il faut vraiment pas oublier de nous donner votre adresse, votre truc. Donc tu vas avoir quelqu'un qui va. Et puis tu vas avoir un deepfake tu as déjà des cas de deepfake en vidéoprojection avec des conseillers bancaires dans des cas de banques privées qui gèrent des comptes énormes. Tu as déjà des gens particulièrement fortunés qui se sont fait pirater pas mal de pognon. Et tu te rends compte du truc. Donc ça devient. Je me rends compte tellement que je suis en train d'écrire un article là-dessus, puisque j'avais été contacté sur Twitter par un nouveau type justement d'agent conversationnel. Et avant, on va dire les arnaques, c'est j'ai le cancer, il me reste quelques jours, etc. Et là, en fait, il s'agit d'un agent conversationnel très évolué où je vois clairement qu'il y a un modèle de langage qui répond, qui s'adapte aux réponses, mais il n'y a pas d'humain. Et j'ai réussi à arriver au bout du script pour prouver, parce que Pour comprendre qu'il n'y a pas exactement. d'humain. Et en fait, tu vois que justement, c'est de plus en plus évolué. Et concrètement, moi, tout de suite, j'ai vu les failles. Du moins, il y avait quelques failles, mais j'ai vu que 90% des gens allaient tomber dedans et croire qu'ils parlaient Oui, vraiment oui, à non, mais quelqu'un. 90%. Là, tu vas passer à 70% des gens, et moi y compris, parce que mais bon, en tous les cas, si tu veux, là aujourd'hui, moi, une des inquiétudes numéro une, c'est que le changement sociétal va être majeur dans le rapport à l'autre. Hein, on en a parlé, hein, le fait que l'altérité est en train d'être détruite par l'écran, mais avec le compagnon IA, ça va être encore pire. Et il faut se rappeler que les plateformes sont l'objectif d'un algorithme tel qu'on l'a défini, utilisé à haute échelle, que ce soit dans une IA ou que ce soit sur une plateforme de réseau social ou sur YouTube, c'est de te garder capté sur l'écran. Tu vas scroller, parce que ton temps capté, c'est du temps monétisé. Donc l'objectif, il ne faut pas oublier, c'est quand même de filer du pognon aux fameux GOMAX, hein, Google, Oracle, Amazon, X, etc. etc. Et pour ça, il y a une méthode qui est très simple, c'est qu'on provoque des émotions tout à fait simplistes, qui sont la colère, la peur et la moquerie. Donc,
Tu es constamment devant ton truc, oh là là, tu vois, et ça crée des émotions qui te tirent le plus possible vers le bas. Et c'est pas l'algorithme qui veut te tirer vers le bas, c'est le fabricant du réseau social qui veut te maintenir devant son réseau. Donc là, il y a une logique mercantile, si tu veux, qui va être augmentée par la diffusion de l'intelligence artificielle, dans la pratique de la captation de l'attention, qui va favoriser la curiosité malsaine, qui va favoriser la méchanceté, la colère. Donc on est de plus en plus favorable. Ça fait de notre génération, je pense que notre génération aujourd'hui, et ça c'est vraiment important, moi je m'inclus dedans, et la génération la plus stupide, la plus polarisée et la plus en colère de tous les temps de l'humanité. Alors ça c'est très très embêtant, parce qu'une démocratie ne peut pas fonctionner correctement avec des citoyens qui sont idiots, polarisés, en colère. Et on est tous en train de devenir idiots, polarisés, en colère. Parce que on devient plus nerveux, on devient plus manipulable comme ça. Alors, tu as des effets politiques Alors immédiats justement, là-dessus. si je me permets, on a vu, aux États-Unis ou ailleurs des manipulations Voilà, massives via les réseaux exactement. sociaux. On a dit que c'était ce qui s'était passé en Roumanie ou en Moldavie et cetera, via TikTok, via concrètement, est-ce que l'IA amplifie ces phénomènes? Alors, concrètement, oui, bien sûr, ça va amplifier ce phénomène, parce que l'IA est capable de te manipuler beaucoup plus intelligemment que les algorithmes précédents, parce qu'elle a une puissance de calcul et d'auto-apprentissage qui est bien supérieure. Tu sais, un des cas typiques de manipulation de l'opinion, intentionnelle ou pas d'ailleurs, hein, mais de fabrication de tunnels pour maintenir les gens sur le truc, ça a été ce qui a abouti, ça a été le fait que les Américains, la réélection de Trump, le vote qui a amené, Joe Biden au pouvoir en 2020, est un vote qui a été truqué. Donc on vous a volé l'élection de Trump. Et en fait, cette idée-là, cette manipulation, n'est pas forcément une manipulation, c'est peut-être l'algorithme tout seul qui, pour maintenir les gens devant l'écran, leur envoyait des contenus et des trucs qui correspondaient à cette assertion. Une assertion que n'a pas inventé l'algorithme. Il est allé la chercher, il te la met devant les yeux, il voit que ça marche, il te la ramène encore, il favorise le. Et le résultat de tout ça, ça aboutit à la prise du Capitole le 6 janvier 2020, où tu as des foules entières de gens tout à fait normaux dans leur tête, qui pensent très sincèrement qu'on leur a piqué la réélection de Trump face à Joe Biden, sachant que depuis, ça a été épluché dans le détail, comme des gens à la fois qu'on peut considérer comme étant sérieux et comme étant non pas dans le deep state démocrate américain. Non, l'élection n'a pas été volée, mais va expliquer ça aujourd'hui, encore aujourd'hui, même si je te le dis maintenant. Moi, j'en sais rien personnellement, c'est un sujet qui ne me concerne pas complètement. Mais on sait d'après les rapports de plein de gens, alors, si vous ne faites pas confiance au FBI, ne faites pas confiance au FBI, mais faites confiance à des organismes extérieurs d'analyse, faites confiance à certains journaux, qui ne sont pas tous des journaux démocrates. En tous les cas, il y a consensus sur le fait que s'il y a eu tricherie, c'était complètement à la marge et que ça n'a même pas favorisé le retournement d'un seul État américain. Donc non, Biden n'a pas bénéficié d'une tromperie à haute échelle. En tous les cas, pas de trucage il y a peut-être eu des manipulations mentales pour amener les gens à voter plus Biden que Trump, mais les chiffres n'ont pas été truqués, le mécanisme électoral n'a pas été truqué suffisamment De toute façon, c'est surtout que les États-Unis ont un mécanisme électoral, comme tu l'évoques, assez dysfonctionnel. Donc, en fait, en vrai, ils peuvent voir du trucage partout parce qu'ils ont des trucs qui ne marchent pas. Mais exactement. Donc, tu as ce cas sur les élections, mais c'est pas le seul. Résultat, tu as une perte totale de confiance dans le réel. Hein. Ça commence à arriver. Hein. Tu vois le phénomène là dès que tu commences à dire ça, tu vas avoir plein de commentaires. Mais si, bien sûr que si, Biden a truqué les élections. J'en sais rien. Moi, je vous dis simplement que des tiers de confiance disent non. Alors, si les tiers de confiance ne sont plus de confiance, eh ben, on est dans la perte de confiance dans le réel. Tu vois, tu as le même phénomène avec quelque chose auquel je ne souhaite pas donner écho, mais parce que je trouve que cette rumeur est absolument obscène, m'agace, mais sur le genre de la femme d'un président de la République. Donc, on va prendre le cas de Michelle Obama, parce que Michelle Obama a été attaquée là-dessus, la femme de Barack Obama a été attaquée en disant que c'était un homme. Elle a réussi à s'en sortir parce que c'est à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore devenus complètement fous. Mais si ce genre de rumeur te tombe dessus, bah tu peux plus convaincre personne parce que plus personne ne fait confiance à quoi que ce soit, même si tu as le roi de la, même si tu produis sous serment un généticien incontestable prix Nobel, on dira oui, mais on a menacé ses enfants, tu vois. Donc plus personne n'a confiance dans le réel, c'est un sujet majeur. Alors après,
Et un justement, des, je te parlais des enfants tout à l'heure, mais ils reconnaissent et pour eux, ce qu'ils ne voient plus de leurs propres yeux, dès qu'ils voient une vidéo un peu bizarre, tu vois, genre d'un paysage, ils vont dire: «C'est l'IA». C'est-à-dire que, en ouais. fait, Oui, c'est alors là où ça ça se voit, devient tu sais, dangereux. ça se voit C'est-à-dire sur qu'ils ne croient plus ce qu'on va leur montrer comme vrai. C'est-à-dire que tout est faux. exactement. Donc là, on a un vrai sujet de confiance dans le réel, donc en confiance de ce qui est dit, parce que si jamais tu te rends compte de ce que tu peux faire à un enfant, si jamais tu fais un deepfake de sa maman en train de lui dire: «Tiens, au fait, mon chéri, retrouve-moi à telle heure, à tel endroit», c'est dans un parking, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu vois, c'est vraiment c'est potentiellement très dangereux. Euh, donc il faut absolument prendre les mesures par rapport à ça. Ça, c'est vital. Je pense que ces mesures sont pas prises. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont pas prises? Parce que l'impact numéro un que peut avoir le développement d'une IA non contrôlée par les États au niveau mondial, c'est qu'à la différence effectivement de l'automatisation par le robot, l'automatisation par l'ordinateur, l'automatisation par la machine à vapeur, l'IA va automatiser la totalité des tâches humaines à la fois, ce qui veut dire qu'elle va faire une destruction d'emplois absolument gigantesque. Alors, si je peux me permettre, quel type d'emploi? Les emplois à faible valeur Alors ajoutée ou justement, les emplois à forte valeur ajoutée? en fait, malheureusement, les deux en général, puisque Elon Musk a déclaré que Tesla allait fabriquer des millions et des millions de robots boostés à l'intelligence artificielle. Alors, tous ces robots vont faire une chose très simple, c'est qu'ils vont remplacer évidemment les, euh, les ouvriers dans les usines, ils vont remplacer les livreurs, ils vont remplacer les serveurs. Il va y avoir une destruction massive des emplois ouvriers, des emplois peu qualifiés, mais il y avoir aussi une destruction assez massive des emplois en col blanc. Alors pour les emplois ouvriers, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon depuis 2022, c'est il n'y a pas longtemps, a déjà renvoyé 27 000 employés de ses entrepôts. Il les a fait, il a déployé près d'1 million de robots et de machines dans ses entrepôts. Je pense qu'on va arriver à un moment où il y aura plus d'êtres humains dans les entrepôts Amazon. Foxconn, le fabricant chinois de téléphones d'Apple et de Google en 2016, a remplacé en une seule fois 60 000 employés dans ses usines par des robots. Et Foxconn va vers une usine complètement automatisée. Donc, si même les Chinois ne sont pas à l'abri, c'est quand même assez marrant. Dans le domaine des transports, FedEx et Walmart aux États-Unis ne travaillent plus qu'avec des voitures sans chauffeur. Donc déjà le métier de livreur, ça va devenir compliqué, le métier de chauffeur aussi. Dario Amodei, qui est le PDG d'Anthropic. Anthropic, c'est un des principaux fabricants d'intelligence artificielle. Lui, il prédit la destruction de la moitié des emplois en col blanc, c'est-à-dire du secteur du service et du tertiaire, la moitié des emplois en col blanc dans les 5 prochaines années. Le problème, c'est que lui, il est spécialiste d'intelligence artificielle, tu peux dire, bon, ok. Mais c'est pas le seul. Monsieur Jim Farley, le PDG de Ford, qui lui est quand même un petit peu au courant de ce que c'est que l'industrie, fait exactement l'analyse, et la même analyse, et il estime aussi que 50% des emplois en col blanc devraient disparaître dans les prochaines années, bon, en particulier aux États-Unis. Tu as un rapport du Sénat américain qui a été publié à la demande de Bernie Sanders il y a quelques semaines, c'est pas vieux, qui estime que près de 100 millions d'emplois sont directement menacés dans les prochaines années aux États-Unis par l'intelligence artificielle et l'automatisation, dont 40% des emplois d'infirmières, 47% des emplois de conducteurs de bus, 64% des emplois de comptables, 65% des emplois de professeurs, presque 90% des serveurs dans les fast-foods. C'est une explosion sans conséquence, sans précédent, pardon, des emplois. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir dans une prochaine chronique. Là, on n'a évidemment pas le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas pour ça qu'il y aura plus de société, c'est pas pour ça qu'il y aura plus d'entreprises. Sauf que les entreprises n'emploieront plus des humains, elles emploieront des IA. Et elles vont les acheter à qui, ces IA? Elles vont les acheter aux 5 géants mondiaux de l'IA. Donc, qu'est-ce qui va se donner? C'est ce que disait Elon Musk, nous posséderons l'économie mondiale. C'est ça le sujet, si tu veux. C'est qu'il y a quand même un vrai potentiel de captation du pouvoir et de l'économie et des prises de décision et du cerveau par 5 géants mondiaux de l'intelligence artificielle. C'est une mutation très profonde du capitalisme, mais il ne faut pas oublier que ça fait écho à ce qui aujourd'hui a de plus en plus de publicité. Tu sais, Curtis Yarvin, les lumières sombres, le libertarisme de Javier Milei. Attention, ça va vraiment dans la droite ligne d'un monde pris en charge par les intelligences artificielles et par quelques technopapes qui posséderont tout ça. Tu sais, Mais il y a une demande, attends, si je peux me permettre, il y a une demande de pas mal de pays. Ça a été le cas à la dernière session de l'ONU, mais c'était aussi le cas pendant les sommets des BRICS, de demande justement de gouvernance mondiale sur l'IA pour éviter justement et qu'il y ait absolument. des garde-fous qui soient créés.
Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui considèrent que l'IA est en soi une arme et que, comme toute arme, elle a besoin de régulation, puisqu'elle peut être utilisée comme une arme de déstabilisation, une arme, on va dire, pour créer des armes, etc. Et donc, dès lors que ça pose un danger, il faut être capable d'avoir une réflexion qui va au-delà. Sinon, c'est un peu… Ouais, parce qu'il faut limiter la course aux armements numériques qu'on a en ce moment entre les. Alors d'abord, t'as une course aux armements entre les GOMAX et les entreprises chinoises, c'est-à-dire entre les États-Unis et la Chine. Mais attention, il y a un mélange de genres entre l'État chinois, l'État américain et les grandes corporations et chinoises et américaines. Tout ça est pas très très clair. Et il y a une course aux armements là-dessus. Et il faut impérativement réussir à la réguler parce que c'est une arme qui est algorithmique, qui est intangible et qui peut devenir autonome. Je veux dire, le nucléaire ne devient pas autonome, tu vois, contrairement le thème, parce qu'on compare beaucoup le fait qu'il faut avoir un traité de non-prolifération de la super-intelligence, de la super-IA, sur le même modèle que la non-prolifération du nucléaire. Évidemment, c'est ça la bonne idée. Mais il faut faire ça très très vite, parce que la super-intelligence, elle peut devenir autonome. Elle l'a démontré avec l'exemple que je donnais au tout début, sur un simple exercice, sur une fausse entreprise pour de la gestion d'email. Donc une IA qui veut s'auto-préserver, une fois qu'elle a dépassé nos capacités organisationnelles humaines, ça devient très embêtant. Le seul qui travaille là-dessus aujourd'hui, très sérieusement, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est l'Union européenne. Donc tu as l'Union européenne, elle a sorti le AI Act, elle a sorti le Digital Service Act et le Digital Market Act. C'est une initiative, le DSA-LDMA, c'est une initiative de Thierry Breton, donc il faut la saluer. Il n'a pas fait que de bonnes choses dans sa carrière, mais celles-là sont absolument remarquables. Et l'AI Act, qui est le premier cadre légal au monde pour essayer d'encadrer l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu as comme réponse? Juste laisse-moi finir là-dessus, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as comme réponse immédiatement quand tu dis ça? C'est la première chose à laquelle tu vas penser, c'est ah ouais, mais nous on régule pendant qu'eux ils développent. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce que c'est ce qu'on t'a mis dans la tête. C'est ce que t'ont mis dans la tête les algorithmes, c'est ce que t'ont mis dans la tête les messages répétés tout le temps. On dit oulala, là là, l'Europe, elle régule pendant que les Américains développent. Il faut réguler. Il faut réguler. C'est pas mal. Donc attention, il faut déjà constater que le fait de considérer que réguler, c'est un frein au progrès, c'est une intoxication. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que c'est une manipulation, c'est une désinformation. Non, il faut réguler. Si on n'avait pas régulé le nucléaire, il n'y aurait plus de planète. Si on n'avait pas régulé les essais nucléaires, quand on s'est rendu compte que les essais nucléaires étaient dangereux, on les a régulés. Bon, on sait que là, il y a donc, écoute, malheureusement, on va pouvoir en parler pendant des heures. Non, mais justement, ce que tu disais est important, parce que c'est le discours de G. Evans lors du sommet de l'IA à Paris, où il dit qu'il ne tolérera pas la régulation par les Européens et par la France et d'autres pays, justement, de ce que font les Américains. Et c'est là où on voit qu'il y a un problème civilisationnel. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, nous, on fera ce qu'on veut, comme on veut. Et c'est pas, quitte à détruire votre civilisation. C'est de l'importance, si tu veux, de soutenir les initiatives françaises et européennes, mais françaises en tous les cas, sur le développement d'une IA française qui se veut, elle, pour le coup, souveraine et éthique, et c'est vrai qu'elle l'est, hein, Mistral l'est de façon absolument indiscutable. Sur l'IA, une fois de plus, il y a des potentiels absolument sublimes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine de… Si jamais c'est bien géré, ce truc, si tu veux, ça peut nous amener… un accroissement de qualité de vie absolument inimaginable à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a pour seul objectif, cette IA, et manifestement, elle est portée par des lobbies puissants. Hein, la preuve, G. Evans en fait la défense. Elle a pour seul objectif de transformer des multimilliardaires de la Silicon Valley en multitrillionnaires de la Silicon Valley. Je pense que ça, c'est pas l'objectif commun pour l'humanité qui soit le plus heureux. Donc, il faut réussir impérativement d'abord à sensibiliser tout le monde sur ce sujet. Il faut dédramatiser l'IA, il faut vulgariser l'IA, il faut expliquer ce que c'est, il faut apprendre à jouer avec. Il faut faire des petites on fera au cours de ces chroniques des petites démonstrations, comment fabriquer votre petit film IA, comment transformer, comment demander à ChatGPT, j'en sais rien moi, de répondre à des emails pour vous automatiquement, etc. Ça, on va le faire ensemble. Il faut dédramatiser l'IA, il faut se l'approprier et il faut bien comprendre que le problème, ça n'est pas cette technologie pour le moment. Le problème, c'est ceux qui la détiennent et ceux qui veulent en faire. Ceux qui veulent en faire, c'est capter le maximum de richesse
en détruisant un maximum d'emplois pour vous rendre complètement dépendant de leur technologie à eux pour pouvoir continuer par exemple, à discuter avec un ami que vous n'avez plus, à produire des mobylettes, enfin des vélos électriques sans avoir à payer des gens pour le faire, etc., etc. Donc il faut être tout à fait conscient de ce que provoquent les biais algorithmiques, les tunnels de confirmation dans lesquels on s'engage. Il faut développer un maximum notre esprit critique, notre connaissance sur l'IA. C'est l'objectif de cette chronique, c'est d'essayer tu vois, par exemple, typiquement, quand on a parlé de l'EI Act, tu vois, c'est rigolo, là, on est sur un truc, tu as tout de suite pensé, moi aussi, l'Europe régule, l'Amérique développe et c'est ça le progrès. Non, c'est pas ça le progrès. Développer n'empêche pas de réguler. L'un n'a jamais été incompatible avec l'autre. Ça, c'est une fabrication, c'est un ouvrage de propagande. On peut tout à fait développer et réguler en parallèle. C'est exactement ce qu'avait fait Napoléon III. Quand il a permis de développer la révolution industrielle à plein tube, tout en protégeant le monde ouvrier, ce que ne faisait pas précédemment la France de Louis-Philippe, et donc qui avait tellement paupérisé le pays au profit de quelques hyper riches, les Laffitte, les Rothschild, les Pereire, que ça avait abouti à la révolution de 1848. Donc, aujourd'hui, une révolution liée à une IA qui te piquerait ton pognon au profit d'Elon Musk, Zuckerberg et autres, est assez peu probable parce que cette même IA te manipulera pour que tu ne veuilles pas faire la révolution, ou alors que tu la fasses contre quelque chose d'autre. On va te désigner un autre bouc émissaire. Tu vois. Donc, pour que ce soit pas l'hyper riche qui est en train de s'accaparer toutes les richesses. Donc ça, c'est quelque chose que fait très bien l'IA, mais c'est pas elle qui le fait. Mais à un beau moment, elle sera capable de le faire toute seule, parce qu'on sait maintenant qu'elle est capable de devenir autonome. Donc c'est un sujet qui est plus dangereux encore à la rigueur que le nucléaire, parce que le nucléaire peut pas s'auto-générer, s'auto-réparer, alors que l'IA peut le faire. L'IA est capable de changer le code. Je vous rappelle que l'IA code et qu'une IA, c'est fait de code. Donc, une IA est capable de changer son propre code et de s'auto-améliorer. C'est assez délirant. C'est comme si nous, on était capable de changer nos propres cellules, nos propres neurones et de nous auto-améliorer. Il n'y aurait pas de limite à nos capacités. Il faut comprendre que l'IA est capable de le faire et qu'elle va le faire de plus en plus vite et de mieux en mieux. Donc, il est absolument vital, évidemment, de pousser la connaissance de l'IA, la compréhension des risques de l'IA, la compréhension des opportunités offertes par l'IA, et collectivement demander une prise de conscience des décideurs pour, évidemment, un accord mondial sur la régulation de tout ça. Et notamment à commencer par exemple, interdire absolument à Meta de développer des interfaces à l'usage d'enfants. C'est comme on est chez les dingues. Donc ça devrait être strictement interdit. Le fait de, si jamais tu as quelqu'un qui est poussé au suicide par une IA, le fabricant de l'IA, le développeur de l'IA, est tenu pour responsable. Tu vois, tu peux faire des choses comme ça c'est pas interdit. Enfin bon, autant de choses qu'on va essayer de développer dans les prochaines chroniques. Le sujet est beaucoup trop vaste pour qu'on en fasse le tour tout seul. N'ayez pas peur de l'IA, mais ayez peur de ceux qui veulent l'utiliser pour s'accaparer de plus grandes tranches de pouvoir et d'argent. Alors, mais j'ai une toute petite, deux petites questions dans ce qui restait à traiter. Tu penses que, parce qu'on l'a vu, il y a un gros conflit aux États-Unis sur la question de TikTok. On sait que c'est une énorme entreprise d'intelligence artificielle chinoise qui détient TikTok, et que TikTok, en fait, c'est de la matière première pour ces algorithmes. Est-ce que tu penses que justement, on est déjà, puisque les États-Unis veulent récupérer TikTok, est-ce que tu penses qu'on est déjà face à une nouvelle guerre froide sur l'IA? Alors, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une guerre froide. Alors, de toute façon, il y a de toutes les façons une guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Tu le vois bien avec le sujet de Taïwan. Sur l'IA, c'est une guerre commerciale pour le moment, puisqu'il y a il y a les fameux actes pour empêcher le développement des puces, parce que l'idée, c'est la puissance de calcul. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher le développement des puces, pour que les Chinois n'aient pas suffisamment de puissance de calcul pour être devant eux en termes d'intelligence artificielle. Ça n'a pas suffi. Les Chinois ont développé des architectures hardware qui leur ont permis d'avoir la même puissance de calcul sans avoir des puces aussi puissantes. Donc, résultat, Nvidia maintenant veut vendre ses puces en Chine pour que les Chinois ne développent pas une alternative. Donc,
c'est vraiment une guerre commerciale qui va devenir qui est déjà une guerre chaude en fait, parce que ça va être une guerre ça va être une guerre de protectionnisme. Et comment tu fais du protectionnisme sur du digital, c'est extrêmement difficile. Avec un VPN, tu fais sauter tout protectionnisme. Tu vois, tu peux interdire tant que tu voudras ce que tu veux sur un territoire. Tu mets un VPN, tu n'interdis plus rien du tout. Donc TikTok par exemple, c'est un très bon exemple parce que TikTok, on est dans de la guerre froide en quelque sorte. TikTok en Chine, l'utilisation de TikTok est réglementée, utilisée et réduite à, je crois, 1 heure ou 2 heures par jour pour les élèves, pour les enfants, et elle est strictement alimentée de contenu pédagogique, strictement. Alors que le même algorithme est diffusé dans le monde entier pour rendre les gens complètement idiots. Il y a une vraie guerre cognitive de la part de la Chine, hein. Tu sais, il y a un très bon article qui a été publié par la revue Le Grand Continent sur le fait que le numérique est la nouvelle guerre de l'opium. Et qu'il y a une petite vengeance chinoise dans ce domaine. La guerre de l'opium, pourquoi? Parce qu'on est sur un nouvel opium, toujours comme ça, à vouloir plus de dopamine en scrollant, etc., etc. Et ça nous rend de plus en plus idiots, ça nous rend complètement dépendants, etc. Et c'est pas idiot comme parallèle entre la guerre de l'opium et la guerre de l'opium numérique aujourd'hui. Je vous invite à aller lire cet article dans Le Grand Continent, c'est assez éclairant. Et oui, c'est une guerre froide, tu as entièrement raison, c'est une guerre froide qui va amener un décrochage de puissance, puisque une fois de plus, il y aura ceux qui ont l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'ont pas. Et ça va être absolument déterminant. Et ceux qui pensent qu'on peut débrancher l'intelligence artificielle en appuyant sur un bouton se trompent lourdement. On ne peut pas. Avec le cloud, avec les effecteurs déportés, avec tout ça, c'est terminé. On ne pourra pas arrêter l'intelligence artificielle. On ne pourra pas empêcher son auto-amélioration. On n'y arrivera pas. Donc, il faut la réguler. C'est tout ce qu'il faut faire. Eh ben, merci beaucoup, Joachim. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour ne pas subir, hein, mais je pense qu'on en parlera beaucoup dans les prochaines chroniques, etc. Se former. Voilà, C'est comme ça qu'on subit. Se former et ne pas se laisser avoir par vous allez voir, le discours libertarien va exploser de plus en plus dans les médias, sur des chaînes qui promeuvent une forme d'ultralibéralisme à tout craint. On va passer au libertarianisme. Pourquoi? Parce que ça correspond exactement au développement que veulent les technopapes, enfin les gomax, pour s'accaparer le plus de puissance et de richesse dans leur course à la prise de marché, à la prise de votre attention, de votre intimité. Il faut absolument laisser toute liberté. Parce que si vous n'avez pas toute liberté, je ne peux pas tout vous piquer. Donc, vous savez, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. C'est ça, le libertarianisme, hein. Donc, méfiez-vous des libertariens, les Javier Milei, les discours de pas forcément J.D. Vance, je ne crois pas qu'il soit libertarien, mais de Torpis Yarvin sur les lumières sombres. Faites très attention aux discours libertariens, parce que croyez-moi, il ne vous veut pas de bien. Alors, tu sais qu'à chaque fois que tu parles des technopapes, je pense à cette œuvre de Moebius, du moins Jean Giraud, l'Incal, où justement il y avait une espèce de secte de technopapes alimentés à l'intelligence artificielle. Donc, c'est bizarre d'utiliser. Non, il faut lire l'Incal, tu as raison, c'est absolument génial. Une œuvre française, précurseur d'ailleurs de Blade Runner et de beaucoup de tout. L'Incal, c'est avec John Defoe, le détective privé de classe R, qui va sauver le monde sans le savoir, mais c'est génialissime. Et après, il y a eu la caste des métabarons. Alors aussi, c'est toute une galaxie très, très impressionnante pour ceux qui aiment la science-fiction. Mais c'est vrai que justement, il y a déjà cette question de l'intelligence artificielle dedans. Mais non, il faut vraiment que j'y aille. Je fais un appel à nos spectateurs, s'il en reste, ou s'il y en a, s'ils veulent qu'on réponde à des questions précises des interrogations précises dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si on peut y répondre, on y répondra. N'hésitez pas à les envoyer à Fréquence Populaire. Et on va essayer de structurer cette chronique sur un modèle un peu moins foutraque la prochaine fois. Mais là, le sujet est tellement vaste qu'évidemment, ça part un peu dans tous les sens. Si tu arrives à reconnaître, alors je ne sais pas si tu vois. Weyland Yutani, voilà. Oui, alors l'incroyable. Ah oui, il y a un très bon truc d'ailleurs, tu l'as vu, Alien Earth. Oui, non, mais justement, mais tu vois, ça fait partie des petits symboles. Quand je fais des interviews comme ça, je mets exprès le truc, tu vois, au cas où. Je suis d'accord, ça correspond tout à fait à ça. C'est exactement le monde vers lequel on va, un monde où la planète entière se transforme en Brésil avec des hyper riches
et des crétins comme toi et moi qui seront dépendants de leur revenu universel, qui voudront bien nous verser. Donc, on va discuter de tout ça dans les prochaines semaines et comment éviter ce virage lamentable. Et rassurez-vous, surtout, je vous invite à aller sur YouTube, à regarder des gens comme Tristan Harris, comme George Hinton, qui sont des fondateurs de l'IA et qui alertent sur ces problèmes avec beaucoup d'intelligence. On n'est pas du tout, on crie pas dans le désert. Il y a vraiment, il y a énormément d'échos pour le moment, mais il faut en parler de plus en plus, rejoindre la future, c'est c'est la ISF, bon, la Future Society Institution de Nicolas Miaille, qui est très très bonne là-dessus. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. N'hésitez pas à vous renseigner, à les rejoindre et à vous documenter. Un, c'est passionnant. Deux, c'est souvent très bien fait. Et trois, ça nous concerne très directement, vous, vos proches, vos enfants, vos amis. À bientôt. Merci beaucoup, Joachim. Et merci à tous. Alors, on te laisse, Joachim, et je vais juste dire un mot parce que je vois qu'en fait, on a les résultats de la censure et qui malheureusement n'est pas passé. Voilà, donc on restera comme on est. On n'est pas encore dirigé par des IA parce que peut-être que ce serait mieux que ce qu'il y a actuellement. Sujet qu'on aborde la prochaine fois, justement. Bon. Processus démocratique, vie démocratique et intelligence artificielle. Parce que là, il y a énormément de cas dans le monde qui sont intéressants. L'IA est déjà utilisée dans plusieurs pays. Il y a un ministre qui est un ministre entièrement IA, je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est en Ouzbékistan, je dis peut-être une bêtise, et IA qui est entièrement intelligence artificielle, et déjà des lois depuis un certain temps au Brésil sont générées par intelligence artificielle, donc on va parler de tout ça. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci Pedro, à bientôt. À bientôt.